5 septembre 2025, peuple d'Afrique, peuple du monde libre. Recevez nos salutations depuis Africain TV. Africain TV, c'est cette chaîne de télévision que nous avons initiée pour porter davantage la parole des Africains. Mais nous gardons la même émission, l'émission Parole aux Africains. Et vous allez constater que nous sommes avec les mêmes experts. Parce qu'aujourd'hui, le panafricanisme, il faudrait trouver d'éminents experts beaucoup plus sincères, beaucoup plus combatifs. Gandimalia, c'est une chaîne où beaucoup d'émissions sont divisées généralement en langue bambara et qui a beaucoup de programmes. Or, aujourd'hui, il faudrait porter ce combat. Beaucoup d'Africains veulent intervenir sur Gandimalia, mais vu la densité des programmes, ça ne pourrait pas contenir toutes les ambitions, en tout cas tout ce que nous avons comme projet. Et il fallait lancer une chaîne panafricaine qui doit diffuser 24 heures sur 24, qui doit diviser 7 jours sur 7. Et la parole des Africains, porter plus haut la parole des Africains. C'est dans ce cadre que cette chaîne Africaine TV a été lancée. Pour le premier numéro, nous recevons les éminents experts qui ont toujours été là avec nous sur Gandimalia TV. À ma droite, Dr Mamadou Sylla Traoré, les champions. À ma gauche, vous avez des éminents experts. On commence par le jeune Moussa Zandiara, un leader des jeunes au Mali. Il n'est caché de personne. Et pour terminer, vous avez les doyens, l'inspecteur de la douane à la retraite, les très expérimentés qui est toujours là avec nous depuis le début de cette émission Parole aux Africains. Cher public, chers téléspectateurs, recevez nos salutations. Docteur, un mot pour le public. Merci beaucoup, Général. Merci à mes co-débatteurs, Diarra et à mon oncle Koulibaly. Et merci à tous les téléspectateurs de Gandimalia, une télé panafricaine, et une télé pour laquelle nous sommes là, on va se battre. Et c'est notre créneau et notre passion. Permettez-moi aussi de saluer ceux qui me suivent, la diaspora malienne depuis les États-Unis, à Maryland, et à mon cousin, mon grand cousin Isaac Doumbouya, qui suit toutes les semaines pratiquement notre émission, et à tous ses amis. Je salue aussi ma soeur Fanta Traoré, elle est à Kalabankroa. Bon, pas à Kalabankroa, mais au quartier Golf. Ok. Et voilà, je salue tout le monde. Merci. Merci bien. Moussa Zan. Ok, merci bien, Général. Merci de m'avoir invité. Voilà, même si c'est ma deuxième participation sur ce plateau. Okay. Mais je suis là régulièrement avec Aïcha. Ouais. Voilà, donc je salue tous les auditeurs ici et ailleurs. Je salue quand même mon doyen, mon père et docteur. Merci bien. Doyen. Bonjour Jawara, bonjour à mes co-débatteurs. Bonjour à tous les travailleurs de Gandhi TV et surtout bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent et je leur dis bienvenue sur la nouvelle chaîne Africain TV. Merci beaucoup, merci Doyen. Africain TV, ce serait des émissions tous les jours, pas besoin d'attendre uniquement les vendredis. Aujourd'hui, pour inaugurer cette nouvelle chaîne, nous lançons un thème surtout qui porte sur la géopolitique au niveau international. Parce que c'est la vision des Africains aussi sur le monde. Nous sommes de ce monde, donc ce monde, ça ne va pas se décider, ça ne va pas se jouer sans nous. Nous ne sommes pas des spectateurs, comme le disait le célèbre écrivain Aimé Césaire. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'ordre eurasien. L'ordre eurasien, parce que longtemps, nous savons que le monde, il y avait une domination, d'une domination des mondes un peu unipolaires, portée par les Américains, à la tête de ce qu'on appelle l'OTAN, c'est-à-dire une alliance transatlantique des deux côtés de l'Atlantique. Mais cette fois-ci, nous avons une puissance qui émerge dans le bloc eurasien, c'est-à-dire Europe et puis Asie. C'est le visage de notre monde et ça fait beaucoup de bruit, beaucoup de bruit. Et pour cela, Doyen, nous commençons par vous. Pourquoi autant de bruit? C'est juste un sommet, le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Mais nous avons entendu beaucoup de bruit. Pourquoi ça fait aussi peur? Merci Jawara. Il n'y a pas que l'organisation du sommet de l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai. Il y avait aussi un jour plus tard, à la fermeture, un jour plus tard, il y avait
le grand défilé initié pour le 80e anniversaire de l'armée populaire de Chine. Ok. Donc, c'est deux événements qui se sont suivis pratiquement sans interruption. Okay. Parce que les présidents qui sont venus pour le sommet de l'OCS, beaucoup sont restés pour suivre le défilé aussi, qui était aussi un événement, on en viendra par la suite. Le sommet de l'organisation, je crois qu'il faut en dire un peu quelque chose parce que tout le monde n'est pas censé connaître de quoi il s'agit. Ok, allez-y. Ça a commencé par le groupe de Shanghai et qui a fini par s'intituler l'Organisation de coopération de Shanghai. Aujourd'hui, elle regroupe 10 pays qu'il faut connaître parce qu'après, il faut faire un regroupement avec d'autres organisations régionales ou sous-régionales pour voir l'importance que cela peut avoir. Ça regroupe 10 pays membres, c'est la Biélorussie, la Chine, l'Inde, l'Iran, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan, le Pakistan, la Russie et le Tadjikistan. 10 pays. Il y a, auprès de ces 10 pays membres, il y a 16 pays dont une partie sont des pays observateurs qui ont des chances d'accéder au statut de membre de l'organisation dans un avenir proche. Ils sont 3 ou 4. Il y a la Turquie, l'Égypte, la Malaisie et l'Afghanistan. Mais en plus, il y a le reste de ces 16 pays, ce sont des pays qui sont dits pays partenaires. Parce que bien que ce soit une organisation régionale, ils n'ont pas voulu fermer l'organisation aux pays hors Eurasie. Okay. Ils ont voulu rapprocher tout le monde. Et c'est pourquoi on se retrouve avec le seul pays qui était là-bas déjà, c'est l'Afrique. Représentant de l'Afrique, pas représentant de mais au titre de l'Afrique, le seul pays, c'était l'Égypte. Qui a en même temps, mais si on regarde la puissance de l'OSC, elle pèse 43% de la population mondiale. 23,5% du produit intérieur brut de la planète. Le plus grand pays, le plus grand pays du monde, la Russie. Les 2 pays les plus peuplés du monde, la Chine et l'Inde. Et sur les 10 pays, il y a 3 pays qui font partie des 5 armées les plus puissantes du monde. La Chine, l'Inde et la Russie. Donc, mais si tu fais un recoupement avec les BRICS, par exemple, tu trouveras qu'il y a 5 pays des 10 BRICS, parce qu'actuellement, c'est les BRICS+. Oui. Donc, il y a 5 des 10 BRICS qui font partie aussi de cette organisation. Ok. Donc ça, c'est un fait à constater. Mais maintenant, moi, ce que je voudrais peut-être rappeler, le contexte de la création de l'OCS. Vous savez, à partir de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis qui avaient le leadership ont eu 80 ans pour façonner un ordre économique international. Bon, à cet effet, ils ont créé le FMI, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce, mais qui devait permettre et qui devait sous-tendre la Charte des Nations Unies qui prévoyait, qui prenait avant tout, qui prenait avant tout la multipolarité, un traitement égal des autres pays, l'absence de tout tarif sélectif, l'absence de sanctions contre certains pays, l'absence d'injonction sur avec qui vous pouvez commercer, avec qui vous pouvez investir, ce que vous devez faire. Toutes ces interdictions-là ne devaient être bannies. Mais avec l'avènement de la guerre froide, oui, les États-Unis ont profité pour noyauter toutes ces organisations dans l'intérêt de leur pays, dans son intérêt propre. Aujourd'hui, ceci a permis, surtout avec les fondamentalistes aux États-Unis, ça a accéléré la dégradation de toute la situation. Les États-Unis ont tout piétiné sur leur passage.
spoliant, soumettant de force les autres pays. Et donc, face à une telle situation où le commerce international subissait le diktat des États-Unis, et non seulement le commerce international, l'économie mondiale, l'économie monétaire mondiale avec le dollar, tout ceci était sous l'emprise d'un seul pays. On a atteint le sommet avec l'unipolarité qui était tractée par les États-Unis. Donc aujourd'hui, les membres de l'OSC veulent reprendre à partir de là où on était en 1945 sur la base des éléments de la charte de l'ONU qui prévoyait qu'il n'y ait rien de tout ce qu'on avait dit, qu'il y ait une multipolarité, un traitement égal entre tous les pays, éviter de faire des taxes sélectives, tout ce que j'avais cité. Bon. Mais si on considère que 4 des 5 pays des BRICS font partie aussi de l'OCS, l'avènement des BRICS en soi a remis le sacro-saint statut du dollar, qui était aussi un autre pilier de la mainmise des États-Unis sur les transactions internationales. Donc de ce côté-ci aussi, les États-Unis se trouvaient confrontés non seulement à des organisations qui échappent à sa sphère d'influence, mais aussi le dollar qui était le pilier depuis 1971. Tu sais que ils ont... Oui, le président Nixon a mis fin à ça. Ce n'est plus à ça alors. Voilà. Et c'est les autres pays qui finançaient le déficit américain. Ils pouvaient faire tourner la planche de voile n'importe comment, mais c'était toujours, le dollar était toujours prisé, donc les autres pays soutenaient leur déficit. Ensuite, il y a une autre organisation maintenant qui est un super projet qui rentre en ligne de compte, qui est la nouvelle route de la soie. De la soie, oui. Qui est un grand projet initié par la Chine et qui, aujourd'hui, je crois, j'ai essayé de voir, mais certains parlent de 149 pays, 151 pays qui sont intéressés par ces tracés. C'est 3 volets. C'est le volet, la voie ferroviaire, la voie routière et la voie fluviale. Donc c'est un grand projet qui va toucher presque 151 pays dans le monde, dont des pays européens même, et qui ouvrait le commerce à tous ces gens-là. Avec ce projet, la Chine risque de phagocyter tous les autres. Les États-Unis n'allaient pas tenir la route. Bon. On a présenté l'OCS comme faisant un contrepoids à l'OTAN. Ce n'est pas le même genre de structure. L'OTAN, c'est une organisation militaire aussi, et accompagnée un peu par des pressions qui étaient militaro-économiques, parce que le pouvoir militaire jouait dans les rapports économiques. Alors que l'OCS n'a pas de volet militaire, sauf la mise en commun des échanges de renseignements, les services de renseignement qui se mettent en commun pour combattre le terrorisme, le séparatisme et puis, je crois, l'extrémisme. Mais il n'y a rien de militaire là-dedans. L'OTAN est conçue, même la solidarité au sein de l'OTAN par l'article 5 de l'OTAN, qui fait qu'un pays de l'OTAN qui est agressé, les autres viennent en appui, ceci n'existe pas dans l'OCS. Et dans l'OCS, ce qu'on fait, même, il y a un principe, c'est le désarmement des forces militaires sur les frontières pour éviter que les pays aient des heurts. Donc tout ça, ça contribue, et c'est un truc pacifique où on veut que tous les autres pays soient sur le même pied d'égalité. Et je souhaite que ce soit les Africains le comprennent bien, parce que c'est une structure qui est adaptée à leur situation. Ils se démarquent du courant d'échange international créé par les États-Unis pour créer un grand courant d'échange basé sur l'équité, le respect de tous les autres pays, la non-ingérence dans les affaires des pays et éviter au maximum les pressions. Donc, ça, c'est utile pour l'Afrique. Maintenant, il y avait comment veux-tu que s'il y a un tel truc qui se prépare en Chine, qui se passe en Chine, que Trump ne soit pas affolé en disant qu'on est en train de les attaquer.
Même s'il n'y avait pas de volet, et ça va faire du bruit. C'est ce qu'il dit. Et voilà, ça n'allait pas manquer de faire du bruit, rien que ce seul sommet. Mais ce sommet s'est tenu à un jour du 80e anniversaire de l'armée populaire de Chine, où la Chine a fait une grande démonstration des armements tellement sophistiqués et qui dépassent même les États-Unis. Je ne peux pas rentrer dans tout ça parce que c'est un peu technique et je ne pouvais pas recenser tout ça pour exposer ici. Mais des missiles hypersoniques et autres. Il y a beaucoup, même des bateaux avec des missiles de 18 mètres capables d'exploser les porte-avions. Ah oui. Bon, et donc, les États-Unis ont peur. Parce que la Chine, aujourd'hui, personne ne peut dire... En investissement en financier, les États-Unis sont à peu près à 1000 milliards. Oui. Mais ça ne veut rien dire parce que la Chine, sur la pointe de la technologie, les derniers armements dont ils ont montré les échantillons prouvent qu'ils sont en train d'être dépassés même par la Chine, y compris déjà l'URSS qui les concurrençait. Donc le deuxième événement en soi aussi était un tollé. L'exposition des échantillons d'armement de la Chine à la pointe de la technologie que eux-mêmes, les États-Unis, n'ont pas encore atteint, c'est une autre réalité qu'ils découvraient. Donc l'un dans l'autre, les deux événements forcément allaient faire du bruit. Ok. Merci beaucoup, doyen, pour cette description. Il est parti de contexte, il a tout expliqué. Aussi, il avait fait un cliché. Ok. C'est-à-dire, il y a une image qui est là, mais l'image peut parler. On peut parler de l'image toute une matinée. Docteur, nous restons avec vous. Oui. Il y a eu beaucoup de bruit. Donald Trump, il est même surpris. Il dit que la Russie, l'Inde se sont retrouvés entre les mains de la Chine. Ça fait beaucoup de bruit. Les médias occidentaux, les médias, mais vous pouvez ajouter quelque chose? Évidemment. Parce que, vous savez, la relation causalité-effet, peut tout expliquer. Parce qu'il faut comprendre la géopolitique depuis un certain temps. Faire un peu la géopolitique aussi ne peut pas aller sans histoire. Oui. Quelqu'un qui connaît bien l'histoire des États-Unis, c'est une nation vraiment qui a profité de beaucoup de choses. Moi, je commence déjà à partir de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'ils sont rentrés dans la guerre tard. Je pense que les États-Unis sont rentrés dans la Deuxième Guerre mondiale à partir de 1942. Hein. Il y avait 3 ans, les autres se sont mis là-dedans pendant 3 ans. Ils étaient épuisés déjà même. Voilà, ils étaient épuisés et les États-Unis ont profité d'une manière ou d'une autre à rentrer dans la guerre. Donc, après la guerre, les États-Unis étaient économiquement fortes. Parce que ce qui est aussi important, aucune hostilité, aucun théâtre de combat n'a été fait sur le sol américain. Vous comprenez bien? Oui. Donc les États-Unis ont profité de ça. Pendant que les autres faisaient la guerre, on ne cultivait pas, il y avait la famine et tout. Donc les États-Unis sont venus. Et après la guerre, ils ont imposé le plan Marshall aux Européens. Ils ont créé ce qu'on appelle l'OTAN, l'Organisation des traités d'Atlantique Nord, qui est une société militaire qui prônait vraiment la sécurité pour les pays européens et tout ce qui se sont agrippés là-dedans. Donc, et l'hégémonie du monde, la puissance du monde, les appartenait. Donc, ils ont installé, comme le doyen a eu à le dire, ils ont installé, en fait, ils ont étendu leur filet dans tous les domaines de la vie. Que ce soit la vie économique, la vie sociale et tout, c'est eux qui financent tout. Et même le dollar, le doyen aussi, il a dit dans son intervention, le dollar avec le système chiffre là, les échanges seulement faisaient gagner les États-Unis une somme faramineuse. Donc militairement, ils avaient l'hégémonie du monde, tous les appartenaient et tout. Ils dominaient le monde, c'est eux qui dictaient tout. À un moment donné, même si tu tues les bactéries ou les insectes, ils vont développer des systèmes de résistance. Et c'est ce qui est arrivé. Et je rappelle au monde une phrase célèbre de Mao Zedong, le président chinois qui disait que quand la Chine va se réveiller, le monde se tremble. Le monde va trembler.
Et c'est ce qui vient d'arriver. Les Chinois, dans leur histoire, ils ont subi énormément. Ils ont subi l'invasion mongole, l'invasion, ottomane, la guerre des opiums, la colonisation japonaise. Mais les Chinois, il faut vraiment les féliciter, il faut les saluer pour leur résilience. C'est un peuple résilient et c'est un peuple qui sait ce qu'ils veulent. Ils ont adopté un système de développement, d'abord en commençant par la révolution verte. Les Chinois ont déjà essayé de maîtriser l'agriculture et tout, et l'autosuffisance alimentaire. Après l'autosuffisance alimentaire, les Chinois ont fait appel à leur diaspora. Tous ceux qui étaient à l'extérieur des grands scientifiques, ils les ont fait venir en Chine. Ils les ont proposé ce qu'ils gagnaient plus là-bas dans les autres pays. Ils sont venus et ils ont reçu vraiment toutes les faveurs des politiques en place pour développer la science et maîtriser beaucoup de choses. Et ce sont les conséquences aujourd'hui qui sont en train de se faire voir. Les Européens, nous, Africains ici, on n'a pas la bonne information. Sinon, dire que la Chine n'est pas la première puissance militaire au monde aujourd'hui, et je pense que celui qui dira le contraire, moi, je ne pourrais pas le faire. Parce que les Chinois ont développé des technologies maintenant que les Européens n'ont pas. Même ils utilisent des lasers pour combattre maintenant. Témoin, il n'y a pas longtemps, il y a un avion allemand qui a échappé à un bateau chinois au niveau du golfe d'Aden. Et ça a fait tellement trembler les Allemands par ricochet tous les Européens. Et même du point de vue satellitaire, la Chine est allée, c'est une autre dimension. La Chine a de cette technologie qui peut combattre, ils ont des technologies prêtes même pour la guerre des étoiles. Quand ils peuvent descendre ton satellite, ils le font. Donc, le sommet est, accouplé au défilé, vraiment veut tout dire. Ça veut tout dire. Et comme on le dit en bamana chez nous, j'aime bien notre langue, oui. Ce qu'on a vu là, ça suffit. Ça suffit. Ok. Merci beaucoup, Moussa. Tu ajoutes quelque chose rapidement? Ouais. Pourquoi autant de bruit? Pourquoi ça fait peur comme ça? D'abord, ce que moi j'ai fait comme analyse autour de cette question, c'est la présence de tous ces chefs-là autour du président chinois. Du président chinois. La présence de Poutine, la présence du premier ministre de l'Inde, la présence de Kim Jong-un, du Pakistan, de l'Iran. Tous ces pays sont vus comme des pays qui peuvent être des puissances dans un futur proche, autour des États-Unis et quand même autour de la Chine. Autour de la Chine. Et les Américains voient ça comme une menace. Et c'est une menace. Non, quoi c'est une menace? C'est la réalité, c'est une menace. Parce que la paternité du monde là, ça les appartenait. Mais c'est injuste. Non, ils ont peur qu'ils perdent ce poste-là. Ah, ok. Les Américains ont peur de perdre ce poste-là. Cet avantage. Mais c'est un privilège général. Les Américains peuvent intervenir là où ils veulent dans le monde. Ils peuvent capturer un président là où ils veulent. Ils peuvent destituer un président qui peut les empêcher. C'est eux qui dictent la loi du monde. L'ONU, là, ça appartient aux Américains. Oui. La FMI, les autres, toutes ces organisations-là sont affiliées aux Américains. Les FMI, disons. Toutes ces structures sont affiliées aux Américains. Que ce soit l'OMS, la Banque mondiale, c'est qui ont le dernier mot. Donc pour moi, Donald Trump a l'obligation quand même d'avoir peur, parce que la Chine a montré quand même une preuve comme quoi qu'ils veulent vraiment aller de l'avant dans un futur proche. Ils veulent les remplacer. Mais il ne dit pas le mot mais. Dans le discours de Xi Jinping, il a dit le monde ne sera plus comme auparavant. Et l'ordre mondial là sera changé. Dans son ancien contexte, quand même ça sera changé.
après la Deuxième Guerre mondiale, depuis 1945 jusqu'à maintenant, ça fait 80 ans que ces gens sont là, c'est eux qui dictent leurs lois en complicité avec les Européens. Aujourd'hui, je vois que le plus grand perdant dans cette histoire, ça sera même les Européens. Parce qu'ils seront là seulement en spectateurs, parce que les Américains vont perdre leur place au profit des Chinois. Et les Chinois sont appuyés par les Russes. En complicité avec les Russes, les Indiens vont quand même participer forcément, même s'il y avait des malentendus entre ces deux pays, entre la Chine et l'Inde, dû à un problème frontalier. Je sais que l'Inde va suivre le processus chinois. Parce que vu les sanctions, les taxes imposées par les Américains, ça n'arrange pas quand même les Indiens. Donc, ils ont l'intérêt quand même de suivre le processus chinois. Maintenant, avec l'organisation de Shanghai, je pense, même si c'est un peu différent de BRICS, mais je vois que ça porte quand même déjà ses fruits. Parce que vu la démonstration, vu la présence de tous ces chefs, de tous ces leaders-là, ça nous montre que dans un futur proche, quand même, l'ordre mondial qui était le monde unipolaire là, autour des Américains sera changé. Et le principe de la Charte des Nations Unies autour d'un monde quand même multipolaire, avec des respects de l'intégrité des pays, la souveraineté des pays, le respect des biens d'autrui, les échanges commerciaux, le respect de tous ces principes-là qui étaient établis par la Charte des Nations Unies, quand même avec les Chinois, je pense, et les Russes, je pense que tout ça là peut être respecté à la logique que d'être avec ces Européens appuyés par les Américains. Ok. Voilà. Docteur, Moussa a parlé de quelque chose qui a attiré notre attention particulièrement parce qu'il dit les grands absents, ou en tout cas les grands perdants sont sans doute les Européens. Mais ce qui est paradoxal dans cette histoire, pendant que Donald Trump, il dit Trump a raison de s'inquiéter, là on est tous, mais pendant que Trump s'est plaint d'une rencontre entre Russes, Chinois, Indiens, Pakistanais, Iraniens, autres qui sont des alliés, mais au même moment, lui, Trump, le lendemain matin, il s'est réuni avec les Européens. Mais là, les Chinois ne s'en plaignent pas, les Russes ne disent pas mot, rien, ça ne dérange pas de l'autre bloc. Pourquoi cette inquiétude? Pourquoi cette injustice? Oui, ils ont même classé le monde en deux axes, l'axe du bien, l'axe du mal, et tout ça là. C'est les Américains qui font ça. C'est les Américains qui font ça. C'est leur marque de fabrique. Vous éduquez entre vous. Oui. Régulièrement. Régulièrement. Pour défendre vos intérêts, que ce soit des bons ou des mauvais intérêts, pour attaquer certains pays, pour dicter les lois, même si ça va à l'encontre des autres, peu importe. Mais il suffit que les autres aussi se réunissent, que vous mettez à parler, à faire du bruit, à faire du boucan. Moi, je pense que les chiens doivent aboyer et la caravane doit passer. Parce que les Chinois, les BRICS, les Chinois et tout ça, là, je vous disais que lors du monde, l'hégémonie occidentale est finie. L'hégémonie occidentale est finie et ils savaient par où le mal allait venir. Parce que Trump a tout fait pour s'approcher de la Russie afin d'avoir une alliance avec les Russes et combattre les Chinois. Parce que les Chinois, c'est l'épine dans les pieds des Américains aujourd'hui. Et comme les Chinois ne sont pas aussi seuls, les Chinois aussi ont compris qu'il fallait être avec certaines puissances, notamment la Russie, l'Inde, le Pakistan et tout ça là, et même la Turquie, qui a une double coloration, si je peux dire. La Turquie, voilà. Qui est membre de l'OTAN. Qui est membre de l'OTAN quand même. Et c'est vrai que les Chinois, Trump les Chinois, l'hégémonie des Chinois, le nouvel ordre du monde, et tout ça l'a fait perdre aux Américains. Parce que les États-Unis même, est-ce qu'ils vont résister à ça? Parce qu'une tempête là, on dit qu'une tempête là, qui fait soulever les mortiers, ne restera pas en marge, ne laissera pas en marge les pilons. Oh, ça, c'est voilà, on dit chez nous que
Effectivement, les gens aussi ne se rappellent pas. Et moi, j'aime bien l'histoire. Même il y a eu un président des Occidents qui a eu à aller dire ça. Je rappelle les gens, je rappelle aux téléspectateurs ce que Macron avait dit quand l'église en France, Notre-Dame avait brûlé. Oui. Lors de son discours, Macron a dit que c'est pratiquement la fin de l'hégémonie occidentale. Et ce discours-là... Et il avait même dit plus tard aussi que l'OTAN est dans un état de mort cérébrale. De mort cérébrale, exactement. Les gens ne s'en souviennent pas. Merci beaucoup, Général, pour ça, pour ce rappel-là. Donc il faut se rappeler parce que chaque empire, chaque vie, chaque nation, souvent, on a des déclins et des fins. Les civilisations aussi ont des déclins et des fins. Tout coule. Tout coule et la vie continue, quoi. C'est ça. Ouais. Les États-Unis... Tout a une fin. Tout a une fin. Tout ce que les États-Unis ont fait subir à l'humanité, c'est regrettable, mais bon, on fait avec, sinon ce pays a fait beaucoup de mal. Et souvent avec des médias mensonges, avec des choses qui ne relèvent pas de la réalité, de la vérité. Ils transforment les mensonges souvent en vérité. Et tout ce qui est bénéfique pour eux, c'est ça qui est bon. Et tout ce qui n'est pas bénéfique pour eux, même si ça va à l'encontre des bonnes marques de l'humanité, vraiment, ils s'emmerdent, quoi. Voilà, ça les arrange pas. Ok. Oui, ça ne les dit pas. Merci beaucoup, docteur. Doyen plutôt, le docteur a évoqué quelque chose, un aspect que le monde occidental connaît sans doute est en phase de déclin. C'est comme ça qu'on dira. Généralement, quand on est en phase terminale, on devient très dangereux. Et c'est pour cette raison que Donald Trump, parce que nous nous souvenons que le Brésil a été d'ailleurs sanctionné, les taxes contre le Brésil, c'est juste après le sommet de BRICS, pour avoir abrité le sommet de BRICS. Et là encore, juste après ce sommet, Donald Trump, il n'a même pas hésité à faire survoler la Maison Blanche par des avions de chasse américains. Je ne sais pas si c'était pour intimider qui, contre qui. Il devient très dur, même très menaçant contre la Russie, contre la Chine, contre d'autres pays qui ont participé à ces sommets. Est-ce, vous trouvez que c'est paradoxe défendu par les Américains, le fait qu'ils se réunissent régulièrement avec les Européens, que cela n'a jamais posé problème aux autres, mais que les autres aient l'occasion de se réunir une ou deux fois de l'année, et ça devient tout un problème. Et cela justifie le fait qu'ils sont vraiment en phase terminale, c'est-à-dire c'est le déclin. Bon, ils sont à la limite de ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont installé un militarisme économique qui leur permettait de piétiner tout le monde. Okay. Ils ont vécu pendant 80 ans. Comme mon neveu l'a dit, la Russie a échappé à la sphère d'influence occidentale, bien que Poutine, à un moment donné, avait voulu faire partie de l'OTAN. Ils n'ont pas accepté. Et l'une des accusations phares que Donald Trump porte contre Joe Biden, c'est d'avoir jeté la Russie dans les bras de la Chine. Parce que, comme on le sait, l'objectif final des États-Unis, c'est l'objectif stratégique, c'est la Chine. Oui, c'est parce que c'est le seul pays à même de détrôner les États-Unis, tant militairement que économiquement. Donc, s'ils perdent ce leadership, ils ne peuvent plus commander le monde. Et la Chine veut instaurer une autre façon de faire le monde, de travailler dans le monde, basée sur des principes que l'on a cités ici, et qui sont contraires, parce que les États-Unis ont instauré la jungle, la loi du plus fort. Or, la Chine veut changer ça. Aujourd'hui, elle est en passe de réussir. C'est pourquoi la Chine est l'objectif stratégique des États-Unis. Mais ce qu'il reprochait à Joe Biden, lui-même, il l'a fait avec l'Inde. Parce que l'Inde est en train d'échapper à sa sphère d'influence. Déjà en étant un membre des BRICS, mais ensuite, dernièrement, il a
tensé le Premier ministre Narendra Modi pour lui empêcher de participer à l'OCS. Mais finalement, s'il continue à importer le pétrole russe, il va lui couper l'accès au marché. Mais le monsieur, il a fait son calcul. Le pétrole russe lui permettait plus de se développer, et même indépendamment des États-Unis, que les quelques entreprises des États-Unis qui viennent s'installer en Inde pour fabriquer des habits à bas coût pour concurrencer toujours la Chine. Il a fait son calcul, il s'est dit, mais non, je gagne plus en partant de l'autre côté. Donc ce que lui, il a fait, et il reproche à Biden, il a lui-même fait le même scénario et il est en train de perdre l'Inde. Ça, c'est le premier revers, parmi tant d'autres. Mais un second revers, c'est que après Takuba, là, il y avait ou bien c'était avant Takuba, il y avait quoi? Et Barkhane. Serval, on dit que c'est un petit animal qui détruit tout dans son entourage. Mais les États-Unis, c'est comme Serval. Les alliés les plus fidèles des États-Unis, c'est au moins l'Union européenne. Mais ils sont en train de piétiner aussi l'Union européenne. Oui. Et donc, tu piétines les adversaires, tu piétines ceux qui sont avec toi. C'est pour finir par aller où? Remarquez, c'est le dernier sommet avec quelques dirigeants européens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va continuer à fournir des armes à l'Ukraine, mais les Européens vont payer la facture. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ensuite, il retire son parapluie nucléaire et il leur impose d'injecter 5% de leur budget, de hausser leur budget d'armement à 5%. Et seule l'Espagne a contesté. Tous les autres ont baissé la tête. Mais il les affaiblit aussi. Ce sont eux qui peuvent l'aider et il est en train de les affaiblir. En notant qu'au niveau de l'Amérique aussi, il a affaibli tous ceux qui sont autour de lui. Donc, ils sont en train de tisser. Mais au moment où la Chine est en train de tisser patiemment sa toile, les États-Unis sont en train de tout détruire dans son entourage. Et ça ne pouvait pas continuer. Et c'est pourquoi c'était l'occasion de montrer la puissance de la Chine. Et même ça, c'est des échantillons. Ils ne savent pas combien réellement les armements qu'ils ont, mais ils ont vu des échantillons qui font peur. Et la Chine s'est basée sur un adage très sage qui dit qu'il faut montrer ses muscles pour ne pas avoir à les utiliser. Et je crois que c'est ça qui est arrivé. Ok, Moussa, tu ajoutes quelque chose? Bon, c'est juste dire que les Européens n'auront plus de place. Dans 30 ans, l'histoire de l'Europe vraiment sera dans l'oubli pour moi. Parce que même l'Afrique va rehausser le ton contre l'Europe dans 30 ans. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Parce que l'objectif des Chinois, c'est de fêter le 100e anniversaire de la victoire contre le Japon, étant première puissance dans tout. C'est ça l'objectif recherché. Et d'ici 2045, on va fêter le 100e anniversaire. Notamment en 2049. 49, oui. Oui, on va fêter le 100e anniversaire. Donc, tout ce que la Chine a montré comme prototype, comme échantillon, c'est que c'est des armes de dernière génération, des armes de pointe, surtout de pointe en termes de technologie, surtout les lasers, les missiles hypersoniques. Cette technologie, jusqu'à présent, les Américains n'ont pas la technologie des armes hypersoniques. Alors, je ne vais pas te couper. Selon toi alors, parce que il y a eu vraiment des points de friction qui représentent, parce que l'autre là n'a pas participé, il n'est pas membre de la coopération de Shanghai, mais il est venu pour le défilé militaire, Kim Jong-un. Qu'elle représente, c'est quoi? Qu'est-ce qui symbolise la présence du président nord-coréen Kim Jong-un? Bon, pour moi, c'est comme Kim Jong-un, c'est comme le chien défaillant de l'organisation OCS. Entre la Chine et la Chine, la Russie et la Chine, la Corée du Nord, c'est comme le petit
qui est permis de faire tout. C'est l'ère Kadyrov. C'est l'ère Kadyrov. C'est l'ère Benjamin Netanyahu. L'ère Zelensky. D'Israël. Il est permis, il sait qu'il peut faire tout parce qu'il est bien protégé. Donc lui, sa présence montre quand même au monde entier que d'abord le partenariat, l'appui qu'il a apporté à la Russie, surtout l'envoi des soldats nord-coréens à la Russie pour combattre, pour appui. Donc, n'est pas seulement c'est pas seulement de mots, mais dans la pratique, dans la relation, ça existe. Et le Nord-Coréen ne peut pas aussi s'impliquer dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine sans aussi l'appui des Chinois. Oui. Donc, ça montre cette coalition, cette force relationnelle qui existe maintenant entre ces trois puissances. Et ces trois pays aussi sont tous détenteurs de têtes nucléaires. Même si ce n'est pas officiel pour les Européens de dire que les Nord-Coréens ont des têtes nucléaires, ont des bombes nucléaires. Non, ils le disent d'ailleurs. Voilà. Donc, ils ont quand même des têtes nucléaires. Donc, en plus, en termes de militaires, en termes de soldats, d'effectifs aussi, les Nord-Coréens aussi ont des effectifs plus que les Européens. Oui. Voilà. Donc, pour moi, c'est pour quand même montrer la force qui peut vraiment régner dans les jours à venir, surtout en termes de conjugaison relationnelle que va présenter quand même le nouveau. Merci, docteur. Kim Jong-un, c'est votre ami, non? Oui, c'est monsieur là, je l'aime beaucoup. Oui. Je préfère même qu'après la transition qui vient au Mali. Ok. Ça, c'est une simple boutade. Les uns et les autres pourront comprendre. Sa présence, il arrive en grande pompe à bord d'un très blindé comme d'habitude. Ça s'explique. En fait, la carte de géopolitique mondiale est déjà connue. On part d'abord d'un point pour aller à un autre point. On a deux points qui sont alignés, mais comment y aller? Les États-Unis, comme mon oncle avait dit, voulaient atteindre la Chine partout, à tout prix. Donc, dans un premier temps, ils voulaient vraiment détruire la Russie, annexer la Russie, et la Russie fait face à la Chine. Ça allait faciliter le rôle même d'atteindre les Chinois. Mais les Chinois, ils ne sont pas... c'est les gens qui ont la tête sur les épaules. Et ils ne pourront jamais laisser la Russie s'affaiblir et permettre l'OTAN s'installer à leurs frontières. C'est pour cela que la Chine a tout le temps aidé la Russie dans la guerre. Cette guerre-là, peut-être si tu n'as pas un QI supérieur à 200, tu ne comprendras pas. QI, quotient intellectuel, il faut avoir quand même un certain bagage intellectuel pour comprendre tout ça. La Chine et les Coréens du Nord, Kim, mon cher ami là, lui, il est l'envoyé des Chinois et aussi des Russes parce que la Chine passe par lui pour donner de l'armement à la Russie. C'est ce qui a rendu difficile même aux Occidentaux. La cadence avec laquelle la Russie a mené la guerre. La Russie utilisait peut-être les munitions qu'ils utilisaient en une semaine, la Russie utilisait ça en un jour. Donc ça a dépassé tout entendement. Donc Kim, qui était l'indésirable par les Occidentaux, il est devenu maintenant plus désirable parce qu'il fait partie de la solution. Oui. Il fait partie intégrante de la solution. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas à négliger parce qu'il a du répondant. Il a des répondants, il a la technologie, c'est une puissance militaire. Après, comment ça s'appelle, dans leur zone là-bas, après la Chine, c'est la Corée qui vient. Il n'y a pas photo entre la Corée et un autre pays là-bas, quoi. Tu leur déclares la guerre, en une journée, ils te rendent ton compte. Donc, il faut simplement comprendre que d'un état, je ne sais pas, de désirer, maintenant, il est devenu vraiment une étoile. Il y avait 2 étoiles, il est devenu la 3e étoile. En tout cas, du point de vue armement et tout. Et ce n'est pas le souhait à quelqu'un. Et si ça arrivait aujourd'hui entre les États-Unis et ces trois-là, bon, c'est la fin du monde qui va être déclarée, quoi, c'est sûr. Oui, nous allons arriver là. Oui. Et je pense d'ailleurs que le président Poutine, dans son allocution, a eu bien
allait dire qu'il a fait un compte rendu fidèle au président Xi Jinping de toutes les discussions qui ont eu lieu à Alaska, aux États-Unis, c'est-à-dire entre Trump et lui. Donc nous revenons vers vous. Il parle vraiment de la fin du monde. Kim Jong-un, présent en grande pompe lors du défilé militaire, faut-il craindre un embrasement général? C'est-à-dire un embrasement général, c'est simplement une guerre nucléaire? À court terme, je ne crois pas. Et même à moyen terme, je ne crois pas. Parce que une guerre mondiale aujourd'hui, ce serait une déflagration nucléaire mondiale. Je ne crois pas. Mais Macron, il refuse d'avoir un enfant, il n'a rien à perdre, Macron. Non, mais à un certain niveau de responsabilité, comme je l'ai une fois dit ici, même les dictateurs les plus pointus, à un moment donné, ils arrivent à penser à l'histoire, à l'image qu'ils vont laisser dans l'histoire. Et je crois que Macron n'en est pas encore là, mais avec toute la déflagration autour de lui, tout est en train de se dilater autour de lui. Je crois que les Français vont le ramener à la raison. Parce qu'il dit qu'il a fait un bloc de 26 pays européens, donc c'est des va-t-en-guerre. Mais il a toujours poussé plus loin. Il voulait les gens au sol, mais est-ce que les Russes vont accepter la présence de 26 pays de l'OTAN en tant que tel à l'Ukraine? Non, ça ne passera pas. Il fait des choses qui ne passeront pas. Maintenant, pour la présence de Kim Jong-un, en fait, on l'a sorti de l'isolement. Ce sommet a été l'occasion de le sortir de l'isolement dans lequel on l'avait enfermé. Et ça, c'est un grand bénéfice pour lui. Il est toujours resté droit dans ses bottes, égal à lui-même. Il a fait face à toutes sortes de confrontations, mais il n'a pas bougé d'un iota. Aujourd'hui, les lampions, les projecteurs ont été braqués sur lui lors de cet 80e anniversaire. Ça, c'est tout bénéfice pour lui. Ok. Doyen, je reste avec vous parce que le partage de l'Afrique, conférence de Berlin, 1884-85, aucun pays africain n'était présent. À la fin de la Première Guerre mondiale, les traités de Versailles, aucun Africain n'était présent. À la Deuxième Guerre mondiale, avec la création de l'ONU, aucun pays africain n'était présent. Maintenant encore, il y a un autre monde qui est en train de naître sous nos pieds. Et là encore, l'Afrique est presque absente. Vous avez parlé de la présence de l'Égypte, mais c'est pour toute autre raison. Donc, l'absence de l'Afrique, comment interpréter cela? C'est une absence, une présence à minima qu'ils ont eue. Parce que, outre l'Égypte qui a participé au sommet de l'OCS, il y avait 3 présidents invités. Emerson Mnangagwa, du Zimbabwe. Il y avait Paul Biya du Cameroun et il y avait Denis Sassou Nguesso. Eux, ils ont été, je ne sais pas s'ils se sont déplacés, mais ils ont été invités. Sassou, Paul Biya, ça c'est la France-Afrique. Mais Paul Biya, c'est comme si... non, je n'ai pas vu Paul Biya. Il ne pouvait pas y aller. Sassou était là-bas. Donc, Sassou, c'est la France. Il faut qu'on se dise les choses clairement. Oui. Je ne cesse de le dire et je crois que c'est le combat des panafricains. Tant que nous aurons l'Union africaine dans sa formule actuelle, on ne s'en sortira pas. Nous n'avons pas les mêmes problèmes que ces organisations-là. Nous avons d'autres problèmes plus urgents même que l'unité africaine. L'unité africaine, pour le moment, c'est un leurre. On prend l'unité, on veut la faire. Mais pour faire l'unité, il faut partir de bas en haut. Il ne faut pas décréter l'unité et commencer à dire, bon, de haut en bas, on va propager. Ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Ça fait combien d'années on est dans l'OUA, on a transformé, mais on est en train de patauger et l'Union africaine a complètement déraillé. Et tant qu'on ne le remettra pas sur les rails, le mouvement mondial de réinitialisation des échanges internationaux, on va passer à côté. Et on ne va pas attendre, si on va à moins d'attendre, parce que même si les autres nous tendent la main pour nous sortir, mais nos querelles intestines
vont faire que chacun va empêcher l'autre d'y aller, faire le proxys pour des Occidentaux pour brimer l'autre dans son élan d'aller vers ces organisations-là. Or, ce qui est vrai et ce qui est constant aujourd'hui, seule une relecture, un changement total des règles de l'Union africaine, des objectifs de l'Union africaine et ce sur quoi ils doivent se battre, seul cela peut permettre de prendre le train en marche et d'enclencher avec les autres. C'est pourquoi je le sollicite tout le temps, un débat sur la nécessité de changer les paradigmes, de changer l'Union africaine dans toute sa forme. Si on fait ce débat peut-être un jour, on comprendra que c'est par là qu'on peut s'en sortir. C'est promis. Nous ferons un débat uniquement sur l'Union africaine. Docteur, oui. L'Afrique, elle est absente. Elle est absente à tous les niveaux. Comment expliquer ça à ce 21e siècle? Bon, l'Afrique me fait penser encore à un petit adolescent, quoi. Pendant que les autres ont atteint le 3e âge de la compréhension, les Africains n'ont pas encore compris l'utilité... Surtout les pseudo-dirigeants africains. Oui, parce que là, il faudrait une autre organisation africaine à la place vraiment de l'Union africaine. Parce que l'Union africaine brille par sa médiocrité. L'Union africaine brille par vraiment la mésentente entre les gens, entre les pays proches. Tu vois aujourd'hui que c'est le Rwanda qui va attaquer le Congo, et le Mali est en problème avec la Mauritanie. Mais ça, c'est nous sommes... Le Burkina avec la Côte d'Ivoire. Nigeria. Bénin. Ce qu'on ne voit pas dans les autres pays, permettez-moi de dire ça, lors de l'un de mes voyages en France, j'étais chez un ami près de l'Allemagne à Metz. Un après-midi, après avoir prié, c'était un vendredi, on est allé à la mosquée, on a prié. Il me dit, mon cher ami, on va quelque part, rentre dans la voiture. Je rentre dans la voiture, on traverse, on fait 15 minutes de route, on traverse un fleuve et voilà, directement les écritures changent. Comme moi, je reconnais l'allemand, je dis, mais on est où là? Mon frère, tu m'as amené où comme ça? C'est pas l'Allemagne, il a beaucoup ri. Il dit que tu sais, depuis 5 minutes, on est dans l'Allemagne. Il n'y avait pas de frontières, rien du tout. Pas de carte de séjour, rien du tout. Et pour rappeler les gens, je rappelle tout le temps, l'Union africaine et notre regroupement sous-régional, la CEDEAO. Mais la CEDEAO, quand Alassane Ouattara est devenu Premier ministre en Côte d'Ivoire, l'histoire de carte de séjour, là, c'est lui qui a amené. Et ça prenait à porte-à-faux totalement les lois même de ce qu'on avait écrit noir sur blanc sur papier. Les textes de la CEDEAO. Les textes de la CEDEAO. Mais personne n'a voulu lever les petits droits pour condamner. Aujourd'hui au Gabon, un Français vit mieux au Gabon qu'un Camerounais ou un Malien. Parce que les Français payent la carte de séjour à combien? Moins cher les Maliens payent que les Africains. Justement. Donc l'Afrique est restée à la traîne. On a tout à gagner, vraiment en levant notre tête. Et moi, je profite de ces plateaux-là pour saluer les dirigeants de l'AES. L'AES doit être vraiment un modèle pour l'Afrique. Un modèle sur lequel les autres viendront avec le temps s'agripper. Parce que l'AES a été créé sur fond vraiment de haine, sur fond de guerre, sur fond de désolation, de trahison. Il a fallu que les militaires la comprennent cela. Imaginez si le Niger avait été agressé par leur soi-disant coalition otano-français ivoirien. On n'allait pas être là aujourd'hui. Si le Mali et le Burkina n'avaient pas pris leur courage à bras le corps pour rentrer, faire une déclaration de guerre liée à l'agression du Niger, on n'allait pas être là aujourd'hui. Donc, c'est quand même salutaire. J'ai dit, ce n'est pas un coup de baguette magique, hein, mais si les gens commencent à comprendre un peu, on peut sortir de l'ornière, mais pas maintenant. Il faudrait que les esprits constipés, les esprits qui sont pris par encore le colon, comprennent que les colons les utilisent contre eux-mêmes, contre soi-même. Donc, cela n'avancera en rien les choses. Ils sont encore là et on peut les citer.
qui voit les Colombia depuis 1984, qui a vu succéder 5 ou 6 présidents américains, qui voit encore Denis Sassou Nguesso, qui a mis pour être encore président, qui a mis son pays là-dedans. Le pétrole qui est en train de couler au Congo, les Congolais ne sentent même pas l'odeur de cet argent-là. Un corpuscule qui gère les autres pour leur bonheur et pour le bonheur de ceux qui les emploient. C'est quand même difficile, et moi je pense qu'on doit s'armer de patience. Il y a vraiment naissance de notre race d'Africains, et on fait tous partie, c'est nous. Hein. Parce que si chacun s'asseye de son côté, ne lève pas les petits doigts, ne dénonce pas, ne galvanise pas les peuples, n'éduque pas les peuples, ne les faisait pas comprendre, ça va être difficile. On va rester comme ça dans la colonisation. Et ça, c'est déplorable. Ok. Moussa Zan, Oui. l'Afrique a brillé par son absence. Au sommet, non seulement de l'Organisation de coopération de Shanghai, mais lors de ces défilés militaires. Pourtant, quand nous regardons les pays africains aujourd'hui, nous avons les mêmes ennemis que ces pays, parce que l'Afrique a subi quoi? De plein fouet, l'esclavage, la colonisation, surtout de la part de ces Européens et autres. Or, aujourd'hui, l'Organisation de coopération de Shanghai, leur alliance militaire tacite qui ne dit pas encore son nom, c'est aussi destiné pour se protéger de ces malfrats. Mais l'Afrique était absente. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je dirais que, comme Doyen l'a si bien dit, c'était une présence à minima. Parce que j'ai vu seulement le représentant. Ils ont été invités. Ils ont été invités. Représenter l'Afrique en tant que tel. En réalité, Jawara, moi je dirais que l'Afrique manque de leadership. Tous ces continents-là, c'est en réalité autour d'un leader qui tracte les autres vers le sommet. Que ce soit l'Asie autour de la Chine, que ce soit en Europe autour de la France, que ce soit aux États-Unis. Mais l'Afrique, nous nous réunissons autour de qui? Qui nous inspire? Qui tente de tracter les autres? L'AES, normalement. Aujourd'hui, l'AES, une organisation qui vient de naître. Mais qui est aussi combattue par d'autres Africains. Mais c'est ça le problème. Aujourd'hui, l'AES a plus d'ennemis endogènes qu'exogènes. En quelque sorte, oui. Parce que tous les pays qui entourent les pays de l'AES ne sont pas quand même, je dirais, la plupart d'entre eux ne sont pas d'avis avec l'AES. Et notre force repose sur quoi? D'abord, il faut d'abord voir la population. Parce que la force même de tous ces continents, surtout l'Asie, ça c'est la population, les ressources humaines. Aujourd'hui, l'Afrique a plus d'1,3 milliard d'habitants. Et l'Afrique ne représente rien en termes de la diplomatie extérieure. On n'a pas de voix auprès des Nations Unies. Quand tu prends les 5 pays détenteurs de droits de veto, l'Afrique n'a pas de représentants. Alors que nous représentons quand même la moitié au-delà des pays asiatiques. L'Afrique aussi est peuplée que l'Europe aujourd'hui. Ouais. Or, les Européens ont deux veto. On deux veto. L'Afrique n'a même pas un seul veto. Et chaque grande organisation, toutes ces grandes organisations, l'Afrique est absente. Et l'Afrique, le sort de l'Afrique a été toujours décidé à l'absence des Africains. Pour moi, il nous faut quand même ce leadership africain. Il faut l'éveil de conscience africaine. Moi, je ne parle même pas de ces organisations parce qu'on doit dissoudre toutes ces organisations. Toutes ces organisations ont échoué. Que ce soit l'IA, que ce soit les organisations les sous-régionales, et CEDEAO et autres, et les autres organisations. Parce qu'ils ont échoué dans leur mission. La mission de l'Union africaine, c'était basé sur l'esprit même du panafricanisme. C'était l'unité africaine. C'était de réunir tous ces pays africains. On ne devrait même plus parler de l'aspect frontalier. On devrait parler aujourd'hui de l'Afrique unie, de l'Afrique autour d'un objectif, autour d'un monnaie, autour... Donc, qu'est-ce qu'on a pu faire pendant 60 ans?
après avoir mis sur place l'Union africaine? Rien. Qu'est-ce qui a bougé? Rien. Aujourd'hui, toi, tu quittes ici, tu rentres dans un pays voisin, on te demande tes papiers. À Mauritanie, tout près ici. On te demande, si tu n'as pas de papiers, tu payes. Même si tu as des papiers, tu payes. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de l'esprit de l'unité africaine? Non. Aujourd'hui, nous sommes combattus par qui? Les terroristes quittent quel pays pour venir nous attaquer? Des pays africains. Des pays africains. Les engins, là, les armes, là, les drones là, sont transités par quel pays? Pour venir chez nous, pour atterrir entre les mains des terroristes. La Mauritanie et l'Algérie. La Mauritanie et l'Algérie. Qu'est-ce que nous attendons? Il faut que, en réalité, les présents aussi de l'AES, il faut qu'ils communiquent. Parce que moi, je dirais, général, ce qui nous manque aussi dans notre lutte, ça c'est la communication. Nous, on communique moins. Les Européens ont eu plus de poids à travers la communication même que les autres continents, à travers la France. Il faut regarder seulement le poids de la France pèse sur sa communication. Sinon, ils ont quoi? Mais ils battent les autres à travers leur communication, leurs médias. Aujourd'hui, l'AES a l'obligation de communiquer, de montrer notre pouvoir, de montrer notre poids, même si c'est à travers des propagandes. Les pays ont gagné à travers des propagandes. Les pays se sont imposés à travers des propagandes. RFI France 24, c'est des chaînes propagandistes. Pourquoi ne pas investir aussi dans la communication pour faire lever de ces consciences? Pour moi, ce qui nous manque, ça c'est vraiment le leadership. Et je pense que l'AES a pris le chemin. Et l'AES a besoin quand même d'être soutenu. Comment on peut soutenir l'AES? C'est de montrer la valeur, l'objectif et la vision claire de l'AES, des présidents de l'AES. Où est-ce qu'on veut aller? Quel est l'objectif recherché? Dans 30 ans, qu'est-ce qu'on veut vraiment devenir? La Chine s'est fixé des objectifs depuis 1945. C'est aujourd'hui ils ont atteint leur objectif. Même si ce n'est pas à 100%, mais c'est à 99%. D'ici 2049, qui peut dire que la Chine ne va pas dépasser, ne va pas gérer le monde? Déjà, d'ici 2035, déjà tout est fait. Merci bien, général. Ok, merci beaucoup. Doyen, nous arrivons au terme de cette émission, mais nous ne pourrons vous laisser partir comme ça, parce que Moussa a soulevé une problématique très importante. L'AES aussi a brillé par son absence. Or, ce sont nos alliés quand même, parce que les drones que nous utilisons, nous achetons ça aux Turcs. Les Turcs étaient présents de l'autre côté. Des conseillers militaires qui nous accompagnent, ce sont les Russes. Les Russes étaient valablement représentés de l'autre côté avec le président Poutine. C'était un nouveau monde qui est en train de naître comme ça. D'autres alliés clés des pays de l'Est étaient présents. Les Iraniens, d'autres pays, d'autres puissances étaient présents. Mais est-ce que l'AES aussi n'a pas brillé par son absence? Oui, l'AES n'était pas présente. Or, on pouvait être invité au moins. Mais parce que nous avons les blindés chinois. Je n'en connais vraiment pas la raison. Mais c'est peut-être une question de sphère d'influence. Parce que c'est quelque chose qui a été organisé par la Chine. Et inviter les pays de l'AES pour le 80e anniversaire en dehors de la Russie, c'était empiéter sur un domaine d'influence de la Russie. Tout le monde sait que les liens qu'il y a entre l'AES et la Russie. Diplomatiquement, que la Chine se mette à propulser l'AES au devant c'était peut-être un problème diplomatique aigu qu'ils n'ont pas voulu prendre. Ils ont laissé la chose en tant que telle. Maintenant, si tu veux, moi, ce que je suis en train de supputer, c'est que, je reviens encore une fois, il faut que l'Union africaine se réforme sur des bases minimum. Quand ces bases minimum, le jour où on en discutera, on les verra, seront consolidées, chacun des pays africains sera libéré de la mainmise des pays occidentaux qui les cornaquent. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, ce que je suis en train de voir, ce qui se profile à l'horizon avec le nouvel ordre économique mondial qui se dessine, c'est un autre ordre qui est en train d'émerger. Et tous les
toutes les grandes organisations régionales, le Mercosur, l'ASEAN, vont peut-être se calquer sur le modèle de BRICS en ce qui concerne les dollars et en ce qui concerne le modèle économique en ce qui concerne l'OCS, qui prône une coopération économique basée sur des principes sains et qui sont édictés par la charte de l'ONU pour éviter de cette pression. Et donc, il ne faut pas qu'on en arrive là, qu'on en vienne même à changer l'ONU alors que nous, on est toujours dans notre... L'AES est miné de l'intérieur par les différences que on est encore en train de subir le partage de 1885. On nous a partagé, on nous a dispersés, et il y a des murs plus hauts que la mur entre l'URSS et les pays occidentaux. Ce mur est encore plus dur à battre parce que c'est conditionné par la façon de comprendre des choses, un colonialisme culturel qui nous a enfermés dans des petits trucs de carrés, des petits carrés de pré-français, pré-anglophones et autres. Il faut qu'on s'échappe de ça pour pouvoir enclencher des activités minima qui peuvent nous permettre dépouiller de tous les oripeaux de valeurs telles que la démocratie, petiti patata, parce que l'OAS justement ne repose pas sur ces genres de valeurs. Tu fais ce que tu veux chez toi. Ah oui. C'est ton problème. Ouais. Et il n'y a pas d'ingérence. Et c'est un terrain sain. Et il reviendra ensuite aux populations d'accepter ou de refuser. Je crois que moi, je reviens à ça. Il faut qu'on enclenche la réforme de l'AES, de l'Union africaine, avant que les grands courants, les changements dans le commerce international, dans les échanges internationaux, qui se dessinent jusqu'à toucher l'ONU. En ce moment, on va perdre beaucoup. Ok, nous arrivons vraiment à la fin de cette émission, docteur. Je sais que vous voulez ajouter quelque chose. Je le voudrais, bien sûr, si vous me permettez. Allez-y. Ok, c'est ce que mon oncle vient de dire. Les gens, il faudrait qu'on comprenne encore que la colonisation n'est pas finie. Ces gens-là ont fait trop de mal à l'humanité. Imaginez des endroits comme la Guyane, les Antilles et tout, Anjouan et Moroni, les îles Comores. Jusqu'à preuve de contraire, c'est des gens qui se battent pour leur indépendance. La Martinique, Guadeloupe. Regardez bien les îles Malouines que les Anglais ont, Gibraltar. Oui. Et les Anglais ont également une île au regard vraiment de Cape Town, même en Afrique du Sud. Est-ce que ça les appartient? Qu'on laisse les gens vraiment à disposer d'eux-mêmes. L'Africain doit comprendre que tout ce que les gens là ont fait chez eux comme développement et tout, ce n'est pas venu du ciel. Ils ont volé, pillé l'Afrique. Humilié l'Afrique. Colonisation, néocolonisation et tout. Oui, mais docteur, nous sommes au XXIe siècle. L'Afrique pouvait, au moins, quand nous regardons, docteur, le doyen l'a dit, oui. Les cadres de fonctionnement de l'Organisation de coopération de Shanghai, c'est un cadre propice pour les pays africains. Évidemment. Parce que là, il n'y a pas d'ingérence dans les affaires internes des États. Évidemment. Il y a le respect, il y a tout. Mais à présent, les Africains aussi ne veulent pas ouvrir aucune porte. Ça ne se comprend pas aussi. Bon, au moins, l'Est pouvait être, docteur, à part, le doyen a dit... On pourrait dire qu'en Afrique, il faut peut-être raser la vie et tout, de commencer, quoi. Je ne sais pas. Parce que moi, je ne comprends pas certaines attitudes. Tout le monde veut sortir de l'ornière maintenant. Tous les peuples veulent se développer. Oui, parce que moi, je ne peux pas comprendre une chose, docteur. Oui. Nous sommes vraiment nous sommes entre Africains. Il faut vraiment qu'on débatte en cœur ouvert. Je peux comprendre qu'en 1884, 1985, on n'ait pas compris leur système. Oui. Mais aujourd'hui, avec Internet et autres, la communication passe, l'information passe. Oui. Mais pourquoi continuer nous-mêmes à nous vouloir ligoter mains et pieds pour nous livrer toujours aux mêmes colons qui sont connus? Pourquoi? Point d'interrogation. Il faut que les peuples africains se réveillent. Il faut un soulèvement. Moi, je voulais juste dire que même la réforme que le doyen propose là,
en tant que ces leaders sont là, c'est difficile de faire passer cette réforme-là au sein de l'IA. Tu veux dire concrètement, tant que Paul Biya est là, Alassane Ouattara, il y a des mains au Togo, Talon et tout ça là. Mais comment les enlever maintenant? C'est le peuple. C'est le peuple général. Il faut lever de conscience. Il faut quand même cette révolution. Est-ce que les consciences ne sont pas éveillées? Non. Comment les éveiller alors? Si c'est éveillé, est-ce que nous, en tant que Maliens, on aura des jeunes Maliens qui vont s'asseoir hors du Mali pour nous insulter ou pour insulter le système malien aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas des gens peut-être achetés aussi par les Congolais? Mais comment on peut t'acheter si tu as compris le système? C'est à nous maintenant, au niveau de l'Afrique, peut-être d'essayer d'avoir des mesures, des mesures très fortes pour sanctionner. De la création à maintenant, il y a eu des réformes. Il y a eu des réformes au sein de l'IA. Mais ces réformes n'ont apporté rien. On va en parler une prochaine émission. Il y aura un débat sur cette Afrique, mais nous avons brillé par notre absence à tous ces grands sommets où se décide réellement l'avenir du monde. L'avenir du monde ne peut pas se jouer sans l'Afrique, et l'Afrique est réellement absente à ces grands rendez-vous. C'est triste, mais peuple d'Afrique, vous, chers téléspectateurs, vous avez été nombreux à nous suivre. Le vendredi prochain, il y aura un autre numéro de l'émission Parole aux Africains. D'ailleurs, nous allons continuer de débattre en profondeur. Mais d'ici là, d'autres programmes vont continuer sur Africain TV, qui est une filiale de Gandi Malien TV. Nous vous remercions, portez-vous bien et à très bientôt. Merci.